Donc ici, je vous ai mis un autre exemple. Ça, c'est des Pablo Picasso, Fille à la mandoline, où on voit ses caractéristiques. Donc, c'est ton toujours ocre, gris, monochrome, cette forme d'abstraction géométrique qui se met en place à travers cette lecture pluridimensionnelle. Ici, on peut encore reconnaître plus ou moins un sujet, mais vous voyez bien comment le cheminement vers l'abstraction s'est fait aussi via cette avant-garde du cubisme. Ensuite, les historiens de l'art, ils ont subdivisé ce qu'on appelle le cubisme analytique de ce que l'on appelle le cubisme synthétique. Et ici, on est entre 1912 et 1918 jusqu'à la Première Guerre mondiale et à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais disons qu'évidemment, il y a un temps d'arrêt qui est aussi situé autour de la guerre. Alors, ce fameux cubisme synthétique, il amène autre chose. Et c'est des éléments qui seront vraiment très, très importants par rapport aux recherches successives, par rapport aussi à des paradigmes qui sont vraiment de la modernité en termes à la fois de techniques et d'utilisation de ces techniques. Donc ici, je vous ai mis une œuvre qui est vraiment très très célèbre, qui a certaines caractéristiques, on va voir ce cubisme synthétique, mais pas toutes, mais qui introduit vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. Donc il s'agit de Nature morte avec chaise cannée de Pablo Picasso de 1912. Donc il ne s'agit pas de révolution par rapport au format. Comme vous voyez, c'est un format ovale. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des formats ovales. Mais ce qui est vraiment important ici, qui est ramené par Picasso, c'est le fait d'introduire des éléments du réel à travers une technique, qui est une technique qui pour nous c'est peut-être d'une évidence absolue, c'est-à-dire le collage au papier collé, qui est une technique que dans n'importe quel cours d'art on va faire du papier collé, du découpage, etc. Mais qui en fait, on le rappelle, c'est une technique typiquement moderne, et qui n'est pas une technique qui a traversé toute l'histoire de l'art, d'accord? Donc c'est quand même important de le rappeler. Et que cette technique permet d'introduire des éléments de réalité à l'intérieur du tableau. Et donc d'introduire encore dans cette recherche de pluridimensionnalité un autre aspect. Un aspect qui va s'associer à ce qu'on appelle les ready-made, dont on n'a pas encore parlé, mais on n'est pas loin en termes temporels, et qui sera dans la recherche Dada. Alors, ready-made, ça veut dire quelque chose qui est déjà fait. Et donc, l'artiste ne fait pas. Il choisit, il introduit, il englobe ici et il intègre avec plusieurs techniques à l'intérieur d'une surface ici, à l'occurrence toujours bidimensionnelle. Et cela s'est fait par, donc il ne s'agit pas d'une vraie chaise cannée ou cannelée, mais d'une estampe d'un motif. Donc, on avait déjà parlé de l'importance des estampes, de motifs à cette époque et de comment ça se développe justement cette recherche par rapport aux arts décoratifs. Et ici, évidemment, c'est quelque chose que les artistes vont exploiter. Et donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, c'est les textes qui rentrent à faire partie aussi de la représentation. Et on peut lire ici ce mot « joue » qui est là par journal. Donc ici, dans cette nature morte avec chaise cannée, Pablo Picasso nous représente ce qui pourrait être une table, la table d'un café, où on a cette chaise, on a un journal, on peut reconnaître quelques éléments, peut-être un bout de citron, un verre, et des éléments qui seraient posés sur cette table et qui sont tous en quelque sorte aplatis sur un même espace. Et cette nouveauté, c'est vraiment cette jouer, pouvoir introduire ces nouvelles textures, ces nouvelles matières qui viennent de la réalité, qui ne sont donc plus une représentation. Et donc, ce n'est pas rien comme step, on va dire, de recherche par rapport aux avant-gardes, ce que l'on peut encore contester, détruire, composer et remettre en discussion. Alors ici, évidemment, ça c'est un tableau de cette même époque, de 1913, de Georges Braque,
dont le titre c'est damier. Et donc on va apparaître souvent ces morceaux de papier, des papiers de journal qui sont ramenés cette fois-ci non plus sur une recherche. C'est différent par rapport au cubisme analytique. On a cette pluridimensionnalité qui est donnée par cette recherche analytique de l'espace et de vouloir analyser la géométrie, les formes essentielles de chaque figure dans l'observation. Ici, c'est un agencement d'éléments du réel avec les dessins qui se composent et qui sont tous ramenés aussi sur un même plan. Donc, il y a quand même cette réflexion qui est toujours présente. Et là, on voit quelque chose qui est assez différent par rapport au précédent et que c'est quelque chose qui est typique de cette deuxième phase du cubisme. Je ne sais pas si vous le remarquez. C'est évidemment l'introduction des couleurs qui sont quand même un peu plus peps, d'accord? Parce qu'on a dit cubisme analytique, couleur monochrome, gris, ocre, et là on revoit une couleur quand même un peu plus brillante qui se remet en place avec un travail super intéressant et très très actuel en fait. Avec ces formes qui se superposent, le journal, des textures qui sont des textures imprimées, des lamines de bois, avec des choses peintes. Donc le fait de jouer avec toutes ces textures, toute cette superposition, c'est à la fois quasi la peinture qui est en train de faire un trompe-l'œil et qui joue avec les textures qui sont à la fois peintes et collées. Donc il y a une sorte de jeu de superposition autour de cette technique du papier collé. Encore ici d'autres exemples, donc ça c'est en gris, désolé ici je n'ai pas mis le titre, c'est un peu plus tardif celle-ci de droite, et on voit à nouveau cette superposition et ces couleurs quand même un peu plus peps, là les journaux, tout ce qui est l'image imprimée, c'est quelque chose qui revient en force, et on rentre aussi dans une modalité, et on le voit avec ce tableau ici à droite, qui concerne certains artistes qui ne sont pas spécialement Picasso et Braque, mais qui est une modalité qui va vers les arts décoratifs. Les arts décoratifs qui seront plutôt art déco qu'art nouveau, en intégrant ces formes géométriques. Et alors donc, je vous pose cette question. Comment on peut distinguer donc ce cubisme synthétique du cubisme analytique qu'on vient juste de voir? Disons qu'on a parlé des couleurs, donc sans doute il y a cette caractéristique des couleurs un peu plus brillantes, un peu plus présentes. Et il y a donc couleur d'un côté et de l'autre cette plutôt vraiment imitation en quelque sorte aussi de la technique du collage, cette utilisation du papier collé qui est introduit et l'intégration de ces éléments à la fois du texte et à la fois des éléments du réel qui rentrent dans le tableau en jouant sur cette aussi idée du trompe-l'œil de l'histoire de la peinture. Alors, le cubisme, c'est quelque chose qui se développe également en sculpture. Et en sculpture, on peut identifier principalement deux tendances. On ne va pas trop s'y attarder, mais ça me semblait quand même important d'en parler. Donc, d'un côté, l'assemblage, qu'on peut associer en peinture au travail du papier collé. Et de l'autre, d'une recherche qui est une recherche formelle, mais avec des matériaux traditionnels. D'accord? Alors, je vous ai mis des exemples. Donc ici, on est clairement dans l'assemblage. Donc c'est Picasso. Vous savez que l'artiste, il n'a pas réalisé que des peintures, mais il a réalisé aussi quelques sculptures. Et donc ici, c'est mandoline et clarinette. Et donc on a des éléments de bois, des sapins, etc. Technique mixte, avec aussi des matériaux de récupération. Alors, peut-être on peut se poser la question par rapport à la recherche cubiste et cet intérêt de ramener cette multidimensionnalité sur un support bidimensionnel, si du coup ça a le même intérêt de faire cette démarche en 3D. Dans certaines propositions, sûrement, mais c'est une question qui reste ouverte, évidemment. Et voilà, excusez-moi, j'avais un instant coupé. Et ici, je vous ai mis d'autres exemples où on est plutôt dans le deuxième cas de figure, donc dans le fait de réutiliser des matériaux traditionnels. Et là, on est un petit peu plus comme dans la peinture analytique, de vouloir étudier
un petit peu ses volumes, ses formes, etc. Et donc, à gauche, je vous ai mis un exemple des Duchamp-Villon, qui est en fait les frères de Marcel Duchamp, qui était un sculpteur qui réalisait un petit peu ses sculptures en bronze. Ici, c'est les chevals. Et donc, ça ressemble à ces fameuses peintures des cubisme analytique où on a vraiment la tension qui est sur la forme et sur cette pluridimensionnalité qui en sculpture s'exprime évidemment avec quelque chose autour de laquelle on peut quand même tourner. De l'autre côté, je vous ai mis Zadkine. Donc, c'est un artiste russe et ici, c'est la femme à l'éventail. On retrouve clairement ces formes cubistes aussi dans le travail des corps. Ici, une fois qu'on nous dit femme à éventail, on peut reconnaître une silhouette féminine et l'éventail qui est ici. D'accord? Et donc, ça, c'est pour le deuxième volet dans la réutilisation de matériaux traditionnels, ici, à l'occurrence, le bronze, et avec une recherche sur la structure et sur le volume. Ensuite, évidemment, ça va s'exprimer aussi dans d'autres avant-gardes telles que le futurisme. Mais vous voyez, le passage, il n'est pas si loin, d'accord? Parce qu'évidemment, lorsque l'on parle de pluridimensionnalité et des différentes facettes, etc., on parle également d'un intérêt par rapport au mouvement. Donc ici, je vous ai mis un exemple assez célèbre d'une des versions de Forme uniche della continuità nello spazio di Umberto Boccioni, où on a ces deux formes qui fusionnent ensemble, ça devient presque une figure qui est en train de marcher, qui est vraiment bougée par ce mouvement. On ne va pas trop s'y attarder, mais vous voyez comment ces différentes facettes qui finalement vont dériver des recherches qui ont été ouvertes par les propositions cubistes, on les retrouvera évidemment dans d'autres aspects, d'autres avant-gardes tels que le futurisme ou ce qu'on appelle l'orphisme, le rayonisme. Et là, on est dans des sortes de différentes facettes de ce même type de recherche. Mais on a aussi d'autres artistes qui approchent le cubisme sur un autre aspect encore qui est aussi à nouveau celui des matériaux, disons le deuxième volet, celui des matériaux plutôt traditionnels, mais où on retrouve aussi cette inspiration dont on a pas mal parlé pour les artistes expressionnistes liés aux arts primitifs, aux sculptures ou objets qui sont arrivés à travers les colonies en Europe et qui ont beaucoup inspiré les artistes. Ici, il s'agit du travail de Constantine Brancusi, artiste vraiment très célèbre avec un travail assez unique. Et à gauche, vous voyez par exemple ces deux figures qui s'embrassent. Les baisers, c'est une sculpture assez petite qui se trouve au centre Pompidou et de comment il arrive à cette essentialité des formes. Et à droite, vous voyez une de ces colonnes sans fin. Donc, c'est toute une série que l'artiste a réalisée où on a ce motif géométrique qui se répète dans une forme de colonne. Et donc, il y a dans son travail aussi un aspect qui est un peu plus symbolique par rapport à ce que nous avons vu dans les recherches de Picasso et Braque.